Un dimanche en novembre dernier, je suis sortie prendre des photos. J'ai pris un bus au hasard, ce bus m'a emmené dans le centre de Londres et au bout d'un moment, le bus n'avançait plus, donc j'ai dû descendre du bus. Je suis tombée au beau milieu d'une manifestation d'Indiens, a priori, donc je me suis élancée dans la foule et j'ai passé l'après-midi à prendre des photos. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, je savais seulement que ça avait quelque chose à voir avec le marché agricole parce que les pancartes affichaient le slogan « No farmers, no food ». À un moment donné, un homme m'interpelle et me demande si je sais de quoi il s'agit. Je lui dis que non et que simplement je trouve que les turbans orange font de très jolies photos. Et il m'explique à peu près, je comprends pas grand chose parce qu'on est derrière nos masques et que j'ai encore du boulot sur l'anglais aussi. Tout ce que j'arrive à saisir à ce stade-là, c'est comme quoi que le fermier, ils vont être payés moins pour leur récolte et qu'ils vont avoir moins d'argent pour leur même récolte de blé, de riz, etc. En rentrant chez moi, je réalise deux choses. D'une, mes photos sont pas à vous du tout. Et deux, en fait, ça fait des semaines que les Indiens sont en lutte et que les communautés indiennes du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie essayent de se faire entendre. J'ai passé des nuits à essayer de comprendre ce qui se passait et franchement c'est assez complexe. Je vais simplifier, je vais vous expliquer Made in Juju et je vais faire en sorte que ce soit le plus simple possible parce que bon, voilà, c'est moi-même, honnêtement moi-même je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais on va voir ce que ça va donner. En juin 2020, le gouvernement du Premier ministre Modi, lui là, a fait passer 3 lois qui instaurent la libéralisation du marché agricole indien. Je sais comme ça paraît compliqué, mais je vais tout vous expliquer, on se calme. Ok? Question contexte, il faut savoir que dans les années 60, en Inde, il y avait encore beaucoup de famine. Les gens, en gros, mouraient de faim. Donc le gouvernement, dans ces années-là, va mettre en place la Green Revolution. Qu'est-ce que c'est la Green Revolution? C'est, on appelle des experts des États-Unis, les experts arrivent, ils disent ouais, en gros, vous balancez plein de pesticides et plein de produits chimiques sur vos terres et vous aurez plein de rendements et plein de blé et plein de riz et plus personne ne mourra de faim. C'est ce qu'ils font, ils niquent leur terre, ils ont rendu une bonne partie de leur terre infertile, mais par contre les gens ont arrêté de mourir de faim. C'est aussi le moment où l'Inde développe un système pour le marché agricole au niveau national. C'est ça la partie hyper compliquée, en plus ça varie un peu d'une région à l'autre, mais en gros. Donc si tu es un fermier en Inde, tu cultives disons tes lentilles, tu vas te rendre dans ce qu'ils appellent des mandis, à savoir des endroits où se rencontrent les commerçants et les agriculteurs, pour que tu puisses vendre tes lentilles. Donc tu vas vendre tes lentilles à des commerçants qui après revendront aux consommateurs. Dans cet endroit, le prix est à peu près garanti, dans le sens où pour permettre aux agriculteurs de toujours avoir un prix raisonnable pour leur culture et pour leur récolte, certains prix sont standardisés. De plus, il y a le MSP, le Minimum Support Price, qui est un standard de prix auquel l'État achète certaines récoltes dans certaines régions et qui permet de donner une référence pour ne jamais être en dessous de ce MSP et de pouvoir toujours vendre à un prix raisonnable. En fait, ça sert de prix de référence pour éviter que les commerçants veuillent acheter 1 kg de patates à 0,0000001 centime et qu'à terme les agriculteurs soient exploités. Donc ça, plus les produits chimiques qui déglinguent Mère Nature, les gens ont effectivement arrêté de mourir de faim. Ce système n'est pas parfait, les acheteurs peuvent se mettre d'accord entre eux et il y a notamment pas mal de corruption. Mais c'est un système qui permet aux agriculteurs de survivre, notamment parce qu'un prix minimum est garanti. Avant de poursuivre, une question s'impose, à savoir pourquoi c'est un truc de ouf de parler d'agriculture en Inde. Pourquoi c'est autant important? Vous vous souvenez du gars que j'ai rencontré à la manif? Il s'appelle Ladi et en fait Ladi est au plus proche de la communauté indienne à Londres, puisqu'il en fait partie tout simplement, et il a une chaîne YouTube qui s'adresse à cette communauté-là. C'est-à-dire que moi je ne comprends rien puisque c'est en indien, mais je ne pense pas qu'on dise en indien. À mon avis, il y a une autre, ça doit être des dialectes. Mais du coup, je suis allée lui poser quelques questions pour comprendre un peu mieux pourquoi l'agriculture c'était aussi important pour les Indiens. Were you born in England? No, I born in Punjab, India. Punjab? Okay. Yeah, and that's why I feel the pain, and I appreciate people who born here in UK and other countries. They still feel the pain, and I did ask them some of the demonstrations in UK, Birmingham, London, and they born and raised here, and then they still feel the same pain because they know their grandparents, their parents come from that land, and that land is like our mother, and we can't give them our land like this because we treat like mother. Il faut savoir que l'agriculture c'est 15% du PIB indien, c'est 55% des travailleurs indiens qui travaillent dans le secteur agricole, ce qui fait plus de la moitié. Et ça représente en nombre de gens, ça fait 263 millions de personnes. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que l'agriculture, quand tu touches à l'agriculture là-bas, c'est gigantesque. L'agriculture ça concerne énormément de monde, une partie pas aisée de la population, une partie modeste de la population, mais ça fait beaucoup de monde, donc quand on y touche, ça fait beaucoup de bruit.
Donc je reprends, le gouvernement y réfléchit, il est là, ouais, blabla, tout ça, machin, bref, réforme. Donc jusqu'ici, cool, parce que les gens attendaient une réforme. Surtout que, autre élément de contexte important, il y a eu 20 000 suicides d'agriculteurs indiens dans ces 2 dernières années, tant la crise agricole en Inde est violente. Le gouvernement réfléchit à une solution sans consulter aucunement les agriculteurs, qui sont quand même les premiers concernés. Nobody asks farmers why they're changing, what they're changing, where they're changing, when they're changing. So they just implement in the parliament and change overnight. Chose que le gouvernement a ensuite démenti, ils ont quand même affirmé qu'ils avaient effectivement demandé aux agriculteurs, on ne saura pas. Donc le gouvernement, à partir de là, va prendre 3 réformes. La première loi, c'est que tu peux vendre tes récoltes quand tu veux, où tu veux, si tu veux, avec qui tu veux. En gros, tu n'as plus besoin d'être dans les mandis. You can sell your product anywhere, you can sell product anytime. Donc en gros, si tu as envie de revendre ton riz à 3 h du mat dans ta cave avec Britney Spears, ça te concerne, on s'en fout, c'est chelou, mais tu peux, légalement tu peux. Le problème d'une telle loi, c'est que ça va créer 2 marchés parallèles. Le premier marché, ce sera celui des mandis, qui restera le même, où on aura les mêmes régularisations, la même surveillance par l'État et les mêmes prix qui sont fixés au préalable. Dans le second marché, les grosses entreprises, les compagnies privées pourront venir et imposer leurs propres conditions. Et ça fragmentera le marché agricole. Il est donc plus que probable que ceux qui achetaient et vendaient dans les mandis aillent dans le second marché et qu'à terme, les standards et les lois et les régularisations des mandis disparaissent. La deuxième loi pose un cadre pour les contrats de vente agricole. Globalement, c'est un contrat strictement entre fermiers et acheteurs et qui pose très peu de protection pour l'agriculteur. Ces contrats vont se multiplier en dehors des mandis, fragmentant encore plus le marché agricole. Et à terme, les agriculteurs vont se voir imposer des conditions qui seront élaborées par les grosses entreprises et qui, évidemment, ne seront pas en leur faveur. La troisième loi élimine la limite de stockage qui avait été posée par le gouvernement au préalable. Dorénavant, si l'agriculteur a les moyens de stocker, il pourra stocker. Sauf que As a normal farmers, you can't afford even to save or store the things so you can sell them when the market is up, because farmers are mainly working hard. They do not do that much smart work. résultat, les grosses entreprises vont être capables de fixer les prix, puisque si tu peux stocker, tu peux fixer les prix. Si jamais j'ai du stock et que tu viens me vendre un truc et que tu me dis stop là, achète et tout, je vais te dire ouais mais en fait moi j'ai du stock, donc pourquoi est-ce que je t'en achèterais? Et je vais te dire je t'achète, évidemment je t'achèterai, mais si tu baisses tes prix. Voilà, c'est ce qu'on appelle la libéralisation d'un marché agricole. Tout le monde est un peu plus libre, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, sauf que l'État supprime ses régularisations, supprime ses protections envers les plus faibles, et à terme, les plus faibles peuvent se retrouver effectivement exploités par les grosses entreprises. Donc pour reprendre le déroulement des événements, les manifestations se sont multipliées à Punjab et à Haryana, qui sont 2 régions où l'agriculture est l'activité prédominante. Le gouvernement a rencontré les agriculteurs sans résultat, les agriculteurs ne fléchissent pas, ils veulent la suppression simple de ces 3 lois. Les agriculteurs, en voyant que rien ne bougeait, ont fini par quitter Punjab et Haryana et à se déplacer jusqu'à New Delhi, la capitale. Le 27 novembre 2020, la police a essayé de les repousser à coups de canons d'eau et de gaz lacrymo, mais évidemment ça n'a pas marché puisqu'aujourd'hui les agriculteurs sont à New Delhi. Ça fait depuis, je ne sais pas depuis quand en fait, je vais trouver la date et je vous la mettrai. Ça fait depuis quelques semaines en tout cas qu'ils bloquent les 5 grandes autoroutes de New Delhi, la capitale, et qu'ils occupent pacifiquement l'endroit pour contester contre ces réformes. Ils dorment dans leurs camions, dans leurs tentes, ils ont des réserves de nourriture pour 6 mois à 1 an et ils sont bien décidés à rester tant que le gouvernement n'aura pas décidé de supprimer les lois. Après que les agriculteurs se soient déplacés jusqu'à New Delhi, Rihanna a cassé internet en tweetant ça. C'est vrai que la couverture médiatique était assez faible par rapport à l'ampleur de ce qui se passait en Inde. À sa suite, Greta Thunberg et Meena Harris, la nièce de Kamala Harris, ont commencé à en parler aussi. Depuis, le gouvernement indien flippe un peu parce qu'en fait Rihanna, elle a attiré l'attention de la communauté internationale, mais la situation n'a pas évolué pour autant. Les agriculteurs et leurs familles sont toujours à New Delhi et continuent à manifester pacifiquement. Donc voilà où on en est. La situation est un peu délicate parce qu'en fait, le gouvernement joue sur le caractère éventuel des craintes des agriculteurs. Ils sont là, ouais, bah en fait, selon vous, ça aura cet effet-là, mais nous, on pense que ces lois-là auront pour effet de vous rendre plus autonome et de faire en sorte que vous soyez, à terme, plus riches et plus avantagés. Sauf que les agriculteurs et tout le monde en Inde est persuadé que c'est Modi qui veut juste faire plaisir à quelques potes
et milliardaires et à des patrons de grosses entreprises. Au fil de mes longues recherches, au fil de mes nuits que j'ai passé à essayer de comprendre cette histoire, je suis tombée sur un rapport sur Bihar, une région en Inde qui s'appelle Bihar. À Bihar, en 2006, ces mêmes lois sont passées, donc le marché agricole a été libéralisé. Et le rapport explique que c'est un échec total. Bihar est aujourd'hui la région la plus pauvre d'Inde. Donc en fait le gouvernement s'est vraiment dit ça va marcher à Bihar, faisons-le dans tout le pays. Hein. Voilà, comme ça on voit comment ça se passe. Voilà, maintenant vous savez tout, j'espère que vraiment ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas je vous laisse avec les mots de Ladi. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je t'embrasse mamie, si tu me regardes, bisous, bisous mamie. It doesn't matter which caste, which religion, which race you belong. Farmers is feeding everybody, and everybody needs a food. Doesn't matter which form you're eating. They're eating bread, they're eating cereal, they're eating chapati, they're eating naan. It's the same stuff. Yeah, there is a states they produce everything for not for our Indian nation, for the export as well. Thank you so much. Thank you. Thanks for coming, and thanks for appreciating, and thanks for coming all the way and taking this information to the different communities, because it is making pressure. You asked me earlier what is impact. It is making pressure, it is making impact. Like it's not just in India, few people, it's in every single world, every single country, every single language. Oui, moi aussi, ça me révolte. Mais oui, mais je suis d'accord. Je sais bien, mais oui, je sais bien. Et bah c'est pas gagné cette histoire.